Merci, chers téléspectateurs, fidèles amis et téléspectateurs, allais-je encore une fois souligner, de la Fondation Maloa Télévision. Bienvenue dans Grande Analyse. Ça va faire un bon bout de temps après ces périples voyages en 2023. Nous y sommes encore après quelques moments. Nous sommes revenus pour parler de l'actualité, pour parler, décrypter, mais notamment analyser comme d'habitude avec notre invité, un invité sur ces plateaux, Maître Adélard Nkissi, est ministre provincial dans la province du Kwango, avec qui nous allons discuter, échanger à haute voix concernant division et psychose dans le chef des animateurs politiques au sein de l'Union sacrée, mais quid sur l'avenir de cette formation politique. Et puis on va parler de l'insécurité dans le Congo avec le milice Mobondo et remèdes et prévention. Et ensuite, nous allons citer avec ce que, notamment, les attentes de la population et de la société concernant le nouveau mandat du chef de l'État qui va prêter serment aujourd'hui devant des milliers de Congolais, mais notamment devant le chef de l'État venu de partout à travers l'Afrique et le monde. Ça commence déjà avec notre invité sur ces plateaux. Bonjour, Maître Nkissi. Bonjour mon frère. Vous allez bien? Ben ça va bien, Elvis. Et quelles sont vos impressions au fait? Donc ben ça va, je suis content. Je précise que vous fûtes candidat et malheureusement ça n'a pas tenu comme vous l'aurez pensé. Et comment sentez-vous? Ben je ne suis pas, je serai jamais candidat malheureux parce que je suis un homme heureux. Je suis un candidat qui n'a pas réussi l'expérience. Voilà, donc mais bon, c'est pas la dernière fois en politique, il faut aller par essai et erreur. Et les opportunités sont encore là. Et rien n'est perdu. Cela a pu servir de formation pour vous afin que vous ayez encore votre temps de mûrir votre idéologie et votre façon de faire les choses. Effectivement, après un échec ou une expérience ratée, effectivement l'homme devient aguerri et capable de faire encore beaucoup de choses, quoi. C'est le même message que vous lancez à tout le monde, à tous ceux qui ont vécu la même expérience que moi, malgré le travail que la CENI a fait. Merci, malgré le travail que la CENI a fait. Le travail abattu par la CENI. Vous regrettez quelque part du travail de la CENI? Non, mais on va en parler si vous voulez, mais ça n'a pas été fameux du tout. Nous sommes déjà dans l'entrée. Effectivement, bon, au niveau de la CENI, vous avez vous-même constaté tous les observateurs, la société civile, je passe en revue l'église catholique, l'église protestante et beaucoup de candidats et beaucoup de formations politiques qui n'ont pas du tout apprécié la qualité du travail abattu par la CENI, qu'on a qualifié d'irrégularité et que moi je qualifie de raté, n'est-ce pas, qu'il faille corriger prochainement, mais heureusement qu'il n'entame pas totalement la crédibilité du processus électoral. Est-ce que ce que vous dites peut rejoindre la pensée des opposants qui notamment qualifient de ces élections un simulacre des élections qui nécessairement n'a pas été vraiment une élection, encore des élections qui auraient pu s'organiser de la manière? Est-ce que c'est justement un simulacre ou c'est parce que Denis Kadima avait voulu bien donner aux Congolais les élections que la RDC mérite? Non, non, le concept est mal choisi. C'est un problème de théorie, de rhétorique, de concept. Le simulacre, c'est-à-dire faire semblant, c'est-à-dire que quelque chose n'a pas été organisé. Une représentativité de ce qui peut voilà. Mais ici, il faut savoir que, par exemple, le chef de l'État a sillonné l'ensemble de la République, il a été très présent, il a été travaillé, et selon l'expérience en Afrique, il est rarissime qu'un chef de l'État ne puisse pas revenir pour un deuxième mandat. Bien et donc, la Constitution oui, oui. Et en Afrique, même en Europe, même aux États-Unis, on a entendu quelques ratés, mais qui n'ont en rien entamé la crédibilité des élections. Voilà, donc, et ceci dit, l'opposition n'a pas eu raison de... Mais ils auraient dû aller à la justice, tous pour effectivement soutenir ce que j'ai entendu parler la fois passée, la vérité des urnes. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de réclamer quelque chose qui est déjà parti. Avec une justice partisane. Une justice de la rue. Non, pas partisane, mais de la rue. On veut réclamer une justice de la rue au lieu de la justice au niveau de l'organisation judiciaire. La justice que vous les demandez d'aller, c'est quelle justice? Mais il devait aller... Eux considèrent une justice partisane. Non, non, il n'y a jamais eu de justice partisane. C'est un manque de confiance d'abord en soi-même et en la justice de son pays. Il y a eu des gens dans ce pays
qui ont été dans l'opposition, qui sont allés à la Cour constitutionnelle, par exemple, et qui ont été réhabilités, intégrés comme députés. Moi-même, je suis avocat, comme député, je sais ce que je dis. Comme député, mais il serait aussi difficile d'être réhabilité comme étant candidat président. Hein. Ça ne se fait pas. Bon, ben, il faut avoir justement des preuves pour le prouver. Merci beaucoup. Réhabilité au défaut de preuves ou preuves insuffisantes et tout. Voilà. Est-ce que vous avez vos PV, vous avez de preuves, des pièces à conviction? Mais quand nous parlons des irrégularités et des ratés, c'est aussi ça. Ça dit que dans la plupart des bureaux de vote à travers la République, ça il faut noter, beaucoup de bureaux de vote ont eu leurs machines bloquées avant la fin. De sorte que la plupart n'ont pas affiché et d'autres n'ont même pas eu le temps de donner des procès-verbaux. Le cas de Kasongolunda, où j'étais candidat à la circonscription électorale de Kasongolunda, la plupart des bureaux n'ont pas donné des procès-verbaux aux témoins. Et même les bureaux qui ont donné des bulletins, ils n'ont pas donné à tous les témoins. C'était sélectif. Et donc, c'était quelque chose d'organisé qui n'a pas permis à tous les candidats de se mettre en forme, n'est-ce pas, pour la bataille électorale, pour les contentieux électoraux. Et c'est pourquoi moi, par exemple, je ne saurais pas aller en justice pour vivre la déconfiture, hein, vivre la honte et qu'on m'oppose les défauts de preuves ou insuffisance des preuves. Je ne saurais pas y aller parce que la CENI ne nous a pas mis en force ou en position de les avoir. Et ceci est le cas de la plupart des candidats. Voilà. Et donc, au niveau des députés, c'est ce qui s'est passé malheureusement. En parlant généralement, Maître Nkissi, en parlant généralement des élections, à qui est-ce que vous endossez la responsabilité quant à toutes ces irrégularités qui entachent le processus électoral? Mais nous avons une structure qui a organisé des élections. Il y a M. Kadima, hein, il y a son bureau, il y a tous ceux qui ont travaillé avec lui. Hein. À cela s'ajoutent ceux qu'ils ont envoyés sur terrain et qui ont en fait assumé le système installé que de privilégier quelques personnes et de défavoriser les autres et certaines formations politiques, qu'il faille un peu plus tard qu'on puisse trouver l'équilibre, hein, ne fût-ce qu'au plan politique, pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire l'union sacrée. Est-ce que l'élection du chef de l'État est entachée des irrégularités? Bon, je pense que là où il y a eu des irrégularités, on a annulé. Là où il y a des problèmes, on a annulé, par exemple, Massimanimba. Alors, quand on annule là où vous pensez qu'il y a eu des problèmes, comment vous pensez qu'ailleurs, il y aurait des problèmes pour le chef de l'État? Merci beaucoup, Excellence Maître Nkissi. Vous avez dit, mais passons maintenant à ces sujets, cette grande préoccupation et en plus cause la division déjà c'est sème dans le chef des acteurs politiques au sein de l'Union, plutôt de l'Union sacrée, dont vous êtes aussi partisan. On se pose la question, le commun des mortels se pose cette question, les Congolais se disent, mais qu'est-ce que vous réservez à ce qui concerne l'avenir de cette grande formation politique que vous avez mis ensemble pour porter tout haut l'élection du chef de l'État? Aujourd'hui, déjà, ces psychoses et cette division peut s'aimer quelque chose pour que vous puissiez conserver votre unité afin que l'avenir de l'Union sacrée puisse profiter au peuple congolais. Merci pour la question, Elvis. Je crois qu'il faille aller d'abord à la genèse. Pour répondre à votre question. Il vous souviendra qu'il a été mis une machine de déstabilisation du pouvoir en place, du chef de l'État et de son règne, par les détracteurs, dont le FCC et l'opposition. Et dans son ingéniosité, il a plu à son excellentissime, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends hommage, de mettre sur pied cette machine broyeuse, et qui a réussi aujourd'hui, qu'on appelle l'Union sacrée. Oui. Et je crois qu'il s'est référé à la sagesse de son père. Hein, il y a Fachi, il y a Chichi à l'époque, qui avait mis sur pied l'Union sacrée radicale. Je crois qu'il s'est référé à ça, mais sans oublier aussi qu'il y a eu aussi la majorité présidentielle, les consorts, avec Kabila. Alors, il a réussi. Aujourd'hui, il renouvelle son serment. Nous voulons ici profiter de votre micro pour féliciter le président de la République avec nos hommages les plus déférents. Oui. Féliciter tous ceux qui ont travaillé pour sa réélection, toute l'équipe qui a travaillé, sous réserve
des faiblesses dont nous avons parlé la fois passée ici avec vous, notamment l'appareil communicationnel qu'il va falloir effectivement améliorer et mettre en place une bonne machine communicationnelle et une capacité de logistique suffisante dans l'organisation de toutes les autres manifestations. Parce et que casting de personnel compétent. Effectivement, ça entamer même l'organisation des élections au niveau de la majorité, en ce que la plupart des candidats comme nous n'avons même pas bénéficié ni des moyens ni des matériels de campagne électorale pour le chef de l'État, quand bien même nous avons parlé en sa faveur. Alors, maintenant, revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Tension, division, psychose, quid de l'avenir de l'Union sacrée. Il importe de retenir, chers frères, qu'il est difficile, dans un cadre par excellence des forces d'intérêt, comme en politique, que de voir tout le monde garder l'unité du 1er au 31, j'allais dire du début jusqu'à la fin, de alpha jusqu'à oméga. Il y a toujours des défections, il y a toujours des gens qui partent, il y a toujours des gens qui quittent, il y a toujours des déceptions qui font que... Mais vous êtes encore à la genèse de l'histoire. Pas à la genèse, nous sommes pratiquement à déjà un pourcentage important. Hein? Nous sommes pratiquement à 50% de la chance que nous avons. Le but était d'abord d'organiser les élections et de porter la candidature du chef de l'État. C'est ce que vous avez fait en premier lieu. Effectivement. Effectivement. Mais nous ne sommes pas à la genèse. La genèse, c'était à la création. Aujourd'hui, nous sommes déjà à un premier coup réussi. Nous pouvons peut-être parler de 30 ou 20%. Et vous pouvez négliger le reste? Non, non, on ne néglige pas. Voilà. Donc, je voulais d'abord dire qu'il est important de retenir que nous sommes dans un cadre par excellence des forces d'intérêt. Qu'il est difficile de contenir tout le monde du début jusqu'à la fin dans la même barque. Parce que les frustrations, les déceptions et tout sentiment négatif mal géré, non pris en compte, amènent toujours certains ou d'autres à sortir de la barque. C'est-à-dire qu'ici, c'est une interpellation, d'abord en tant que cadre de l'Union sacrée, membre et cadre, haut cadre du parti Lumumbis unifié, hein, appartenant au regroupement AAC Bar Palou, et ministre provincial en charge de la justice, garde des Sceaux, droits humains, communication et porte-parole du gouvernement du Congo, de demander aux uns et aux autres de prendre en compte ce que nous disons. Nous participons à beaucoup de débats dans des grands salons politiques, dans la populace, au milieu de tous les libres penseurs, et nous pensons que ce que nous disons est pratiquement le fruit de ce que pense tout le monde. Qu'il y a eu des injustices qui n'ont pas pu, déjà au début, préserver cette unité de l'Union sacrée qui est aujourd'hui presque, si on ne fait pas attention, en perte de vitesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver les équilibres. La première chose, c'est que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les élections devront aller devant les cours d'appel pour les provinciaux, la cour constitutionnelle pour les nationaux et devant les tribunaux pour les commissaires, plutôt les conseillers municipaux. Alors, c'est à ce niveau-là que ces juridictions qui aussi sont non seulement administratives mais aussi politiques peuvent voir comment trouver de l'équilibre en ce que ceux qui avaient été défavorisés injustement soient réhabilités. Les cas sont les gens que nous avons nous-mêmes plaidés. Je crois encore en notre justice et l'Église catholique est revenue sur cela pour dire nous croyons en la justice, que la justice fasse son travail comme il faut. Avec une avancée aussi constatée dans le chef de la démarche des gens entreprises au sein de la formation politique, aujourd'hui c'est l'investiture du chef de l'État. Pensez-vous que les irrégularités, les injustices pourront être réparées à l'amiable pour que chacun de vous ait gain de cause et puisse dire que non, nous devons mettre et primer davantage l'intérêt commun? À la justice, il n'y a jamais eu d'amiabilité. À la justice, il y a un gagnant et un perdant. Il y a un requérant et l'autre qui vient comme partie au procès et qui vient comme partie défenderesse. Voyez? Et donc,
L'amiabilité, c'est sur le plan social. Non, non, c'est au plan social, c'est à la cité. À partir du moment où la loi a déjà prévu, qu'on puisse saisir la justice, c'est déjà bon. Alors maintenant, je dis au plan politique, les arrangements existent toujours parce qu'il reste encore des enjeux. Il y a l'élection des gouverneurs, il y a l'élection des sénateurs, il y a la désignation des membres du gouvernement au niveau central, au niveau provincial. Et donc, tout ça, ça doit passer au peigne fin à des négociations bien équilibrées. Je dis bien équilibrées parce qu'il faut faire appel non seulement aux gens vertébrés, mais aux personnes aussi qui sont censées et épris d'amour de la sauvegarde de l'unité et de la paix au pays. Parce que beaucoup de gens qui sont autour de nos chefs, jusqu'à la haute hiérarchie du pays, c'est la politique du ventre. Vous insinuez pour le partage, moi ou rien. Vous insinuez pour le partage, dialogue, comme les autres appellent le partage des gâteaux, que moi je qualifie de partage et l'équilibre dans les responsabilités à accorder par rapport aux mandataires. Pour promouvoir l'équité de droit. Et effectivement, ceci peut essayer un peu de diminuer les tensions. Parce que vous savez, je ne vous cache rien. Je ne vous cache rien. Allez-y. Pourquoi tout le monde veut devenir député? Parce qu'on pense que ce sont les mieux payés. N'est-ce pas? Mais quand le chef de l'État pensera un jour à diminuer le train de vie des députés, on va dresser les armes contre lui. Et vous verrez, même si vous ne faites pas attention, la fameuse majorité écrasante se retourner contre lui parce qu'il leur aura retiré le beefsteak de la bouche. Deuxièmement, quand le tissu social est décousu, les enseignants ne sont pas assez payés. Les médecins ne sont pas assez bien payés. Je voulais parler de la fonction publique. Ok? Comment voulez-vous que les gens n'aillent pas vers où l'argent paraît facile, c'est-à-dire en politique? Où les gens pensent que la morale est difficile à vivre. Alors que l'immoralité est condamnée par la loi, il y en a qui pensent que vivre l'immoralité en politique, avec l'argent pour l'argent et le pouvoir pour le pouvoir, c'est ça aimer son pays. Et quel type d'immoralité faites-vous allusion, monsieur Ntissi? Le détournement des deniers publics, qui fait déjà objet de la traque par le chef de l'État, n'est-ce pas? L'impunité dont le chef de l'État parle, c'est la traque contre les détourneurs des deniers publics. Ceux qui volent l'argent pour les routes qui sont censées amener le développement dans nos provinces, ceux qui volent l'argent par-ci par-là, ok, et ceux qui vivent de la corruption, hein? Que ce soit sur le plan moral ou que ce soit, mais attends, tout ça, il faut qu'on puisse quand même un peu en parler, s'en occuper. Voilà. Et donc, tant que le social n'aura pas trouvé réponse, d'éternité en éternité, vous trouverez la bagarre vers la porte des assemblées nationales et provinciales. De manière brève, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous donnez comme votre ton afin que les choses puissent s'y réparer au moment où ça n'a pas encore créé beaucoup de tonnerres et de problèmes au sein de votre formation politique? Le chef de l'État va renouveler son serment aujourd'hui pour son second quinquennat, son deuxième j'allais dire. Le souhait pour nous et notre proposition serait que, aussitôt que possible après la prestation des serments et le renouvellement, j'allais dire, que l'on puisse tenir une réunion stratégique au niveau du sommet de l'Union sacrée pour qu'on puisse trouver des solutions idoines pour voir comment maîtriser la tension entre les responsables de l'Union sacrée afin de répondre aux desiderata des uns et des autres. C'est ce qu'on appelle la gestion des ambitions. Il y a une question qui m'est venue notamment en tête, mais il y a plusieurs personnes. Si on peut comptabiliser les nombres, ils sont plus de 5 000. On peut même aller plus de 20 000 candidats qui sont aujourd'hui déçus par l'organisation de scrutin par la CENI. Mais parlons de ceux-là. Est-ce qu'il y aura possibilité de réunir et de rassembler eux tous autour d'une même table pour entrevoir des solutions qui pouvaient être bénéfiques pour la formation que vous appartenez? Mais notamment, est-ce qu'il y aura une dose d'intérêt pour partager afin que tout le monde obtienne gain de cause par rapport à sa vision et notamment à ce qui lui est envoyé faire la politique?
ce qu'il faut retenir, c'est que déjà la loi électorale avait ouvert une brèche donnant la possibilité à tout le monde de devenir candidat. Moi, je qualifie cette loi électorale d'une loi taillée à juste mesure. Vous savez, à Rome comme ailleurs, on ne devient pas député qui veut. Aujourd'hui, les intellectuels, même nos enfants qui étudient se demandent à quoi ça sert d'étudier. Ok? Ailleurs, on met un critérium. Pour devenir, par exemple, conseiller communal, il faut avoir tel niveau d'études ou d'instruction. Et vous pensez que la CENI n'a pas non, notre loi est dénudée. Parmi les grandes conditions d'éligibilité aujourd'hui, c'est être congolais, de père et de mère, je ne sais pas quoi. Mais attendez, ça ne suffit pas. Légiférer, créer les lois. C'est pas le fait que hier je vendais des cacahuètes, je ne me moque pas de ceux qui nous vendent des cacahuètes dans la rue, mais c'est un exemple. Et tout de suite, on devient député. Ok? Comment voulez-vous que quelqu'un qui a fait juste le secondaire en pédagogie, et vous le prenez tout de suite et devient professeur des universités? Et même si on demandait qu'il soit... Non, mais attendez, même si on devenait sorcier ou magicien, hein, quelqu'un qui a fait la pédagogie D6, vous en faites professeur des universités. Créer une loi, ça fait appel à l'intelligentsia. Ok? L'applicabilité à de une cette loi très haute intelligence et sagesse. Ok? Vous allez au Sénat, vous allez trouver aujourd'hui le monsieur tout le monde. Vous allez à l'Assemblée, monsieur tout le monde. Mais comment voulez-vous que les très hautes institutions de la République soient envahies par les extra néus de la science, surtout du droit? Parce que légiférer, c'est d'abord créer la loi. Et vous y envoyez n'importe qui. Et en plus, ceux-ci, rarement, ils font objet de formations de mise à niveau, en province comme au niveau national. Allez en province, par exemple. Posez la question à toutes nos provinces, combien de provinces ont organisé des formations de mise à niveau en faveur des députés? Il est enseignant à l'école primaire, il devient député, à la fin du mois, il a les émoluments, au bout de compte, il n'y a même pas un édit à la fin d'une législature. Pourquoi vous les avez payés? Du coup, on crée une bande de chômeurs déguisés. Ils n'ont même pas de bureaux privés, encore qu'au niveau des assemblées, il n'y a pas de bureaux. Ils sont dans la rue, dans les bars. Et ils n'ont pas de capacité. Ils n'ont pas de capacité d'être, ni de carrure pour être députés. Et ça, il faut que la prochaine loi puisse tenir compte de cela. Et de deux, parce que vous me posez la question, ils sont si nombreux, nous sommes si nombreux, comment ça va se passer? Mais il faut déterminer un critérium pour ceux qui doivent aller au gouvernement, pour ceux qui doivent aller comme mandataires par-ci, par-là, et que les quartiers généraux des partis politiques tiennent compte effectivement du portrait robot. Mais il y aura toujours frustration pour ceux qui pensent qu'ils ont gagné ces élections, bien que la population n'a pas tenu compte de ces critériums. Non, mais il faut une conscientisation, mon frère. Nous devons être nous-mêmes conscients de ce que nous sommes, Nous devons aimer ce pays. Chacun doit aimer ce pays et le servir au niveau où il peut. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est impopulaire, qui n'a aucune idée, ni une connaissance sur la totalité de la géopolitique du pays, la cartographie du pays, la réalité sociale du pays, vous en faites un chef de l'État. Ok? Mais qu'est-ce qu'il fera? Si pas prendre l'argent, mettre dans sa poche, et demain tout le monde a un social au niveau rabais. Ok? Vous prenez quelqu'un, par exemple pour le cas de Kasongolunda, qui n'a même pas eu le temps de sillonner tout le territoire. Il vit par exemple à Kinshasa, il ne connaît aucune réalité de chez nous. Vous en faites député national, c'est vrai. Il va représenter la nation. Mais en vacances parlementaires, il ira où? C'est chez nous. Mais quand il ne connaît aucune réalité, il parlera de quoi? Il va parler de lui-même. Ou il va vanter les historiettes. Donc il faut, ça ce ne sont que des exemples que je donne, il faut un critérium susceptible d'aider le pays à avoir des bons animateurs. Je vous donne un exemple. Dans les écoles des jésuites où nous avons étudié, dans des écoles catholiques et même protestantes et même kimbanguistes aujourd'hui, j'allais dire dans très bonnes écoles, même privées, on n'engage pas n'importe qui comme enseignant, même à l'école primaire ou même maternelle.
Pourquoi? Parce qu'on veut atteindre l'élite. On veut créer des hommes à son image. On veut créer des responsables pour le futur du pays. J'allais dire pour la gestion in futuro. Mais pourquoi en politique, alors que les objectifs sont plus difficiles à atteindre que pour un enseignant, on pense que tout le monde peut devenir politique? Heureusement que tout le monde peut être politicien. Mais être politique, ça réunit certains critères. Or, nous voulons que le pays soit géré par les politiques, c'est-à-dire des experts qui sont en politique. Revenons au sujet, vous étiez en train d'expliquer comment les choses peuvent se faire, mais il y a cette question que moi je veux savoir avec les téléspectateurs, et si ça verrait que quelqu'un a de preuves, c'est que j'ai été voté, mais c'est sur base d'injustice que je suis radié dans cette liste des élus. Quel méandre à suivre ou encore qu'est-ce qu'il faut exactement faire, parce que cette dernière ne pourra pas essentiellement cautionner ce qui est l'échec, un échec que vous faites allusion, que la personne elle seule a pu débourser ses moyens pour conquérir la bataille électorale. Bon, en tant qu'avocat, déjà habitué en cette matière, je crois que la première voie est la voie judiciaire. C'est le recours contentieux. Mais il n'y a pas de PV, vous en êtes aussi. Mais ici, il n'y a pas de PV, c'est-à-dire que nous avons été mis en difficulté. Et quelles seront les pièces à Nous avons été mis en difficulté, c'est-à-dire que la route est barrée, sincèrement. C'est-à-dire que tout a été planifié pour que ceux qui seront avantagés le soient à titre définitif, bien que provisoire. Parce que généralement, vous savez qu'au Congo, ce qui est provisoire reste définitif. Et on veut en faire un principe alors que c'est une observation. On veut en faire un principe. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de procès-verbaux ont la route barrée. C'est comme quelqu'un qui veut aller épouser une femme. Il dit, samedi, moi je vais aller épouser, mais au niveau du travail, on ne l'a pas payé le vendredi ou le samedi. Il fait quoi? Il a quand même promis. Il a promis, mais il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas été payé. Hein? Voilà. Donc, c'est une route barrée. Parce que si par aventure ils vont en justice, on va leur opposer plusieurs moyens, notamment l'absence de preuves, l'insuffisance des preuves, et qu'on sort en dehors de toutes les autres exceptions d'ordre public qui peuvent... Merci beaucoup. La dernière question avec ces premiers sujets, vous avez donné une solution très idoine, mais il faut aussi respecter le modus operandi pour y arriver. Effectivement, modus operandi, oui. Vous optez réellement pour que qui soit comme une commission ad hoc pouvant traiter cette matière, puisque au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de carrières politiques, notamment qui jouent l'influence énorme, mais aussi sont déçus par la publication de la CNI. Qui peuvent essentiellement constituer une commission ad hoc pouvant traiter cette question afin notamment d'obtenir gain de cause et de pérenniser un climat de paix, mais notamment de cohérence? Mais je crois que le plus rapidement possible, c'est plus facile. Hein? Il n'y a que la volonté politique qui compte. Chaque regroupement politique qui appartient à l'Union sacrée, ou chaque parti politique ou sont dirigés par des personnalités, lesquelles peuvent, selon la formule... Mais ces personnalités sont dispersées. Il y a Jean-Pierre Bemba qui dit non, le résultat n'est pas sien. Non, effectivement, ça c'est une réclamation. C'est une réclamation... Or, ce sont ceux-là qui constituent le présidium de l'Union sacrée. Effectivement, c'est une réclamation qu'il faut prendre en compte. C'est une réclamation qu'il faut prendre en compte. Ce ne serait pas et c'est un droit. Exprimer son observation, son opinion, c'est un droit. Mais aussi répondre à la réunion qui sera convoquée, c'est aussi, ou refuser, c'est un droit. Mais j'insiste que la politique de la chaise vide ne paye pas. Qui peut convoquer cette réunion et mais qui est le président de l'Union sacrée? Il est connu. Le chef de l'État. Mais c'est le chef de l'État. Il y a beaucoup d'attentes qui l'attendent justement après son investiture. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi, de la même manière que vous avez, vous, constitué l'Union sacrée, faire aussi autant pour régulariser ou encore traiter les questions. Beaucoup d'attentes, mais il faut d'abord sauver l'essentiel. Beaucoup d'attentes, mais il faut sauver l'arbre sur lequel on est perché. Parce qu'il sera appelé à travailler avec cela. Avec cela. Et surtout que tous ceux-ci ont travaillé pour sa réélection. Ça veut dire qu'en tant que père de famille, moi je connais ses capacités de négociation,
C'est en cela que je le félicite, en passant avec mes hommages les plus déférents. Je sais qu'il fera appel à tous, ne fût-ce qu'en commençant par des concertations, intuitu personae, et voir comment le plus rapidement possible convoquer cette grande réunion, cette grande commission qui pourra traiter de comment apaiser les uns les autres et trouver l'équilibre. Et pour ces pères de l'Union Sacrée, qu'est-ce que vous les adressez? Bon, tout ce que je demande en tant que leur cadet en politique, c'est de considérer que tout ce que nous avons comme désidérata, oui, c'est vrai, ça peut être un droit, ça peut être légitime, mais de considérer que tout le pays nous regarde. Tout ce que nous faisons de bien au sommet de l'État, la population observe et en tire conséquence, et tout ce que nous faisons de mal, un jour, ça peut aussi nous rattraper. Donc, j'en appelle aux uns et aux autres à mettre un peu d'eau dans le vin, se remettre ensemble pour voir comment on peut sauver l'essentiel. C'est le plus important. C'est le plus important. Merci beaucoup. Et le message est capté, notamment passé. On va prendre le deuxième sujet. Il s'agit notamment de votre province, la province du Congo, où vous êtes ministre provincial en charge de la communication, justice et garde des Sceaux. Et je commence avec la première question. Comment se porte aujourd'hui la situation sécuritaire dans votre province? Merci Elvis pour la question. S'agissant de la province du Congo, la situation sécuritaire est relativement calme. Je dis relativement parce que nous sommes dérangés par la situation d'il y a peu que vous connaissez, dont on a déjà parlé ici, la situation de Mobondo. La situation Mobondo, en fait, qui est une situation qui jadis a opposé ceux qu'on a qualifiés les Yaka. Actuellement, il y a une accalmie. Non, il n'y a pas... Bon, enfin, l'accalmie dans le 3/4 de la province, oui. Mais dans une bonne partie de la province, c'est-à-dire dans le 1/4, il y a encore des problèmes, notamment de l'autre côté de Machambio, qui est de l'autre côté de Kwamut. Hein, Machambio, à la porte de Bandunuville. La population vit encore sous l'insécurité. Voilà, la population vit encore dans cette partie-là sous l'insécurité et avec ses effets collatéraux dans le Congo. Exactement. Une fois de plus. Avec comme effet que les gens ne peuvent plus aller dans les champs. Il y a des éleveurs qui sont mis à mal et en tant que des provinces à caractère agro-pastoraux, et donc c'est difficile que maintenant on puisse bien travailler, et donc du coup la disette commence à gagner ces terrains-là. Il y a de plus en plus l'observation des enfants Kwashorkore, pratiquement pas seulement enfants mais des familles Kwashorkore, papa, maman et enfants sans travail et tout, et donc c'est aussi l'augmentation de banditisme urbain. Parce que ceux qui ne travaillent pas ne peuvent qu'aller voler les chèvres, les vaches et consorts chez autrui. Et donc, et ce qui s'observe maintenant, et qui mérite l'interpellation de la République, c'est que ceux qu'on appelait les Mobondo hier, qui avaient des machettes mystiques et consorts et des fétiches, aujourd'hui, on trouve dans leur rang des personnes qu'on appelle des Mobondo, mais lourdement armées. Le cas, c'est celui de Machambio dernièrement ici, où... Des gens lourdement armés ont mis à mal toute la cité de Machambio et toute la population. Des armes. C'est justement ce que l'État doit chercher à comprendre. Moi, je ne sais pas le dire ici parce que n'ayant pas suffisamment de preuves. Exactement. Hein? Il faut une enquête. Hein? Il faut que la sécurité travaille, la sécurité militaire et la sécurité civile. Au Congo, nous avons la sécurité. Au Kouilo, on a la sécurité. Maïndombo, on a la sécurité. Il faut que ces gens travaillent. Nous avons la 11e région militaire qui est basée à Kikwit et qui fait le travail. Et donc, tous ceux-là doivent travailler pour chercher les causes causantes. Quand on s'attaque aux effets, alors que les causes sont là, vous savez que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes situations vont continuer. Ici, nous, en tant que province, nous avions depuis longtemps insisté sur le fait que, comme la société civile, avec M. Lucien Lufutu et les autres en province, nous avons insisté, et même les écrits sont là, pour que nous puissions aller au dialogue avec nos propres frères qui ont pris, n'est-ce pas, la décision de mettre la paix en péril. Et de l'autre côté, ils sont d'accord. Et nous, au niveau de la province, la société civile avait déjà commencé le contact, ne fût-ce que de manière occulte. Mais Kinshasa, je ne sais pas, conseillés ou poussés on ne sait par qui ne sont du reste pas congolais, qui sont des autres provinces, mais qui ont monté leurs propres représentants, faux chefs coutumiers à eux pour se faire de l'argent. Ils ont influencé pour l'option militaire, pour cacher que la République puisse découvrir la vraie vérité,
par rapport à cette situation de Mobondo. Donc voilà. Et nous demandons maintenant, parce que la situation a perduré, en tant que Congolais et ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement, et membre de l'Église catholique, qu'il est temps aujourd'hui, après que l'option de Kinshasa ait trouvé des limites, c'est-à-dire l'option militaire et militarisée, qui provoque des morts tant dans le rang des policiers, des militaires que des civils, qui sont tous nos frères, de trouver un cadre de concertation qui doit réunir les trois provinces, quand bien même Maïndombe refuse cette option, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils veulent peut-être aussi camoufler la vérité, parce que tout est parti de là. Ne pensez-vous pas que ce serait une manière de pouvoir bafouer votre autorité, étant donné que vous êtes aussi, vous avez compétence essentiellement de pouvoir répondre à cette situation de manière répréhensible pour que la population... Non. Je vous donne un exemple. Allez. Vous savez, on ne gère pas la situation d'un pays sur base des émotions, sur base des coups de colère, non. Il faut examiner la situation froidement. La situation de Kwamouth est partie d'où? Comment ces gens qui vivaient dans la paix, des siècles et des siècles, depuis 14e siècle ou 17e siècle, aujourd'hui, du coup, c'est la tension. Il y a un problème. Comptez déjà 17e siècle jusqu'à aujourd'hui, 2024. Il se passe combien d'années? Vous n'avez pas examiné le problème à la base. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. C'est une situation qui a été créée par les politiques en utilisant les coutumiers. Ça, c'est des choses qui doivent être dites autour de la table ronde. On avait déjà commencé, on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. OK? Et donc, c'est une situation créée qui mérite le dialogue. Je insiste, les Lendu et les EMA, en ce moment-là, moi j'étais assistant du président de l'ECOFIN Assemblée nationale, Jean-Luc Mutokambali Louvanzaï, quand la situation des Lema et des EMA et des Lendu a éclaté à l'Est. J'ai vu les Bitakwira, j'ai vu les Camérés, j'ai vu tout le monde, avec respect à eux, d'insister pour que ce conflit trouve fin. Et ça a pris fin. Mais aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau de nos politiciens du Kwango, personne n'ose prendre ce dossier en main, à part le gouverneur Jean-Marie Petit Tamata et son gouvernement auquel j'appartiens, pour parler sérieusement de ce dossier de Mobondo, à l'Assemblée nationale. Et ils ont été même réélus pour certains. À l'Assemblée provinciale, il y en a même qui ont été réélus. Mais la province est en train de brûler. Les gens meurent, policiers, militaires, civils, mais la vie parlementaire, c'est trouver son argent et la vie confortable. Voilà, c'est donc cet abandon de ses responsabilités dans le chef de nos politiques, justement, qui fait perdurer cette situation. Parce que je ne les vois pas se mettre en caucus, voir le chef de l'État, le Premier ministre, comme tous réunis comme un seul homme, comme ils l'ont fait à l'Est, comme on le fait dans le Congo central, et que cette situation peut perdurer. Je ne vois pas Kinshasa prendre l'option de continuer à tuer et continuer à se faire tuer si nous étions tous ensemble. Et là, j'interpelle nos aînés. Nos aînés dont je ne cite pas les noms ici, qui sont du Kwango, qui sont tous connus. Qui ont même tout fait pour la réélection du chef de l'État, cette fois-ci, après la prestation de serment, de faire un effort pour que nous, jeunes politiques, et eux-mêmes les aînés, nous puissions tous nous mettre ensemble pour que nous puissions examiner cette situation, faire un lobbying fort, agissant, dynamique, pour que nous puissions aider la République à trouver cette situation par rapport à la session de Mobondo. Parce que, vous savez, le Kwango, comme les autres provinces, sont à l'ouest et à la porte de Kinshasa. OK? À moins de 200 km de Kinshasa. Ça veut dire que si cette situation sécuritaire ne se résolvait pas, comme les Mobondo sont suffisamment armés maintenant progressivement, on risque
de très mal gérer même ce mandat de 5 ans du chef de l'État. Avant de prendre, merci beaucoup M. Kissi, avant de prendre notre dernier sujet, j'aimerais aussi savoir, plus d'un de l'opinion pense que la problématique de l'insécurité au niveau de la province du Congo provient de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a une situation déjà qui prévaut entre les autorités à la fois provinciales qui, essentiellement le gouverneur Gentil Ngobila, est destitué de ses fonctions, remplacé par son adjoint. Est-ce que votre point de vue pourrait aller dans le sens comment? Bon, je ne confirmerai pas, Mordicus, que l'insécurité dans le Congo provient des autorités de Kinshasa. Vous avez épinglé le cas de Gentil Ngobila et les autres. Non, je n'ai pas dit que Gentil Ngobila à la base. Plus d'un de l'opinion pense que l'insécurité est venue de Kinshasa. Bref. Mais j'ai dit que c'est toute une toile d'araignée. C'est une toile d'araignée qu'il faut démanteler. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister que nous devons aller à la table ronde politique. Et c'est là où nous devons éventrer le boa. C'est là où nous devons savoir comment ça a commencé, pourquoi c'est arrivé là et pourquoi ça continue, pourquoi ça perdure dans le temps. À la table ronde, démonter la personne à la base. D'abord, éventrer le boa, découvrir les vraies causes, ok, et que la justice fasse son travail comme l'Église catholique et nous-mêmes nous demandons. Les responsables doivent répondre de leurs actes devant la justice. Et si possible, que l'État puisse aussi venir à la rescousse de ceux qui ont été victimes de cette situation par rapport aux préjudices subis. Ça se fait dans le cadre humanitaire. Voilà donc tout ce que nous nous souhaitons. En tout cas, élu ou pas, la province reste notre province, la République reste notre province. Et nous sommes sûrs que, sans nous décourager, les enjeux sont encore là. Au niveau de mon parti politique et au niveau de l'Union sacrée, nous ne déméritons pas pour avoir d'autres responsabilités dans le cadre des mandats à confier à ceux en qui on aura confiance. Kinshasa, province, en fait, Kinshasa aussi, une entité territoriale décentralisée comme la province du Congo, mais il y a eu des tractations au niveau de l'Assemblée provinciale et de l'hôtel des villes. Et aujourd'hui, il y en a eu encore entre le ministre Peter Kazadi et Gentil Ngobila. Quel est votre point de vue? Toute la vie politique est parsemée des négociations. Là où ça ne marche pas, il faut négocier. Là où il y a conflit, il faut dialoguer. Vous imaginez? Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis la nuit du temps. Là où il se pose un problème, la moindre des choses à faire, même dans la Bible, on parle du pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme de dialogue. Mais il n'y a pas de dialogue sans pardon. Voyez? Or, pour dialoguer, pour négocier, il faut d'abord avoir la considération de l'autre. Ok? À un moment donné, l'humilité, la simplicité pour soi-même, donc l'oubli de soi. Et l'ouverture d'autres opportunités et être prêt à accepter que tu peux changer. Dernier sujet. Merci beaucoup, monsieur Kissi. On va prendre dernier sujet. Il s'agit notamment de l'investiture du chef de l'État. Ça vous dit quoi? Deuxième fois réuni président de la République démocratique du Congo, président Félix. Mais vous êtes en train d'enfoncer déjà une porte ouverte. J'ai dit ici que je félicitais le chef de l'État, que j'ai vu militer dans l'Union sacrée. À l'époque, quand nous fûmes étudiants, on accompagnait Papa Chichi à la primature lorsqu'il était un peu houspillé, brimé. Moi, j'ai même perdu mes lunettes une fois au rond-point Gaba. Nous fûmes étudiants, quand on descendait, on prenait le carburant pour aller l'accompagner. Et donc aujourd'hui, c'est une seconde victoire. C'est une victoire, c'est une joie pour l'Union sacrée à laquelle nous appartenons. Mais nous aimerions bien effectivement que là où ça a raté, que l'on puisse corriger, notamment sur le plan du social. Il y a déjà pas mal de choses qui sont en train d'être faites, mais ce qui manque, c'est le suivi dans le cadre des fonds que le chef de l'État met à la disposition de la République. Beaucoup d'argent qu'il envoie en province, notamment au Congo pour les routes, c'est détourné. C'est détourné. Ce qu'on envoie pour les fonds d'investissement, dans le cas des 145 territoires, dans le Congo ou comme ailleurs, beaucoup de bâtisses sont au niveau des fondations. N'est-ce pas? Ou par l'argent. Et il faut éviter de prendre des entreprises qui n'ont pas d'expérience, qui vont apprendre des sous-traitants. Les sous-traitants eux-mêmes n'ont même pas d'engin pour aller construire. C'est le cas de la route qui doit partir de Kenge jusqu'à Mawanga, en passant par Panzi jusqu'à Tembo. Une route porteur de beaucoup d'espoir, de développement,
mais négligé parce qu'on a pris des entreprises qui ne conviennent pas. Et donc, faire attention à ça. Oui. Deuxièmement, veiller sur la sécurité dans l'ensemble du pays. Troisièmement, pour ce qui nous concerne au Congo, c'est la levée de la mesure portant interdiction des ventes de matériel de construction. À son temps, Moutabahati était à l'économie. Il a porté interdiction pour que... Mais or, quand on amène un sac de ciment ici à $20, chez nous, là-bas, à la frontière, c'est $80. Et un enseignant et un fonctionnaire public va acheter des sacs de $80 après combien de temps pour construire? Et même pour réhabiliter les écoles. Et donc, c'est une mesure qu'il faut lever, mais prendre des mesures de restriction, n'est-ce pas, pour la bonne gestion de la province. Merci et beaucoup. Aussi, pour finir... Rapidement, ouais. Aussi, pour finir, je voudrais et je proposerais que l'on puisse mettre fin à la territoriale des originaires qui est à la base, n'est-ce pas, du tribalisme qui revient avec force et si on ne fait pas attention, qui risque d'être une semence très négative par rapport à la balkanisation du pays. Si vous serez dans la barque, c'est encore Dieu qui sait, mais s'il faut parler de 4 priorités de la population auxquelles le gouvernement aussitôt mis en place devra faire face, c'est lequel? Mettre fin à la guerre de l'Est et par ricochet à l'insécurité dans le Congo avec les Mobondo. Toujours le secteur sécurité. Sécurité, éducation, poursuivre avec ce que le chef de l'État a commencé. Ok. Veiller sur le paiement des fonctionnaires de l'État. Ok. Quatrièmement, poursuivre avec le projet de 145 territoires et le programme de construction des routes. Il n'y a pas le social dedans. Tout ça, ça fait partie du social. Le salaire, c'est le social. Construction des routes et consorts, c'est le social parce que en annexe des routes, il y a l'agriculture et l'élevage. Mais j'étais dans le Congo, les denrées alimentaires et les produits vivrières sont vendus à un prix très haut. Et mais parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route. Quand vous venez au loin avec le foufou sur la tête, vous voulez qu'on vende ça à combien? Il faut nous offrir des routes. Or, les routes sont de l'apanage, pas de la province, mais du gouvernement national. Je vous ajoute, il faut aussi équilibrer le niveau social de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kissi, Excellence, ministre provincial de la province du Congo. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est une fois de plus réitérer les félicitations à l'endroit de son excellentissime Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Nous avons déjà dit tout ce que nous aurions souhaité pendant ce quinquennat. Nous avons souhaité effectivement la paix au niveau de l'Union sacrée. Nous avons donné des solutions pour ce faire, pour que l'unité revienne et que nous puissions réaliser effectivement les acquis et les objectifs d'attente. Ici, je salue aussi le chef de mon regroupement politique, Excellence Willy Makiachi, sans oublier le secrétaire général adjoint à charge des questions politiques administratives, Excellence Mazenga. Et je salue aussi effectivement toutes les autorités qui président l'Union sacrée, tout en les amenant effectivement à tout faire pour que la paix revienne et sauver les acquis. Et à nos amis de l'opposition d'être sportifs. S'il y aurait justice, il fallait aller dans la justice formelle au lieu d'aller dans la justice de la rue, qui fait tuer beaucoup de gens que l'on n'enterre parfois pas. Et donc, il faut être sportif et voir dans 5 ans, vous pouvez tenter la chance comme Maître Nkissi attend encore. Merci. C'est fini. Merci beaucoup, Maître Nkissi. Consolider les acquis, c'est maintenant le décollage parce que c'est l'investiture du chef de l'État. Le 2e mandat va commencer aujourd'hui et plein succès à tous et à toutes. Bonne année. C'était un réel plaisir d'être et de partager cette émission avec vous. N'hésitez pas, enfin, de nous contacter, de pouvoir réagir d'une manière ou d'une autre dans nos différentes plateformes YouTube, Facebook et autres plateformes, mais notamment sur notre page. Nous sommes très en joie de savoir que vous étiez nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande tribune, grande analyse. C'est par ici que s'achève votre émission. Nous vous disons merci. Et restez bien chez vous. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans. Aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Au revoir et bonne année.